Bonsoir. Inventer tous ensemble une autre Guyane, où l'on peut marcher dans les rues sans crainte d'être agressé, où l'on peut être bien soigné, bien éduqué, où l'on peut se déplacer partout sur le territoire à moindre coût, où tous les enfants pourraient avoir l'eau et l'électricité à la maison. C'est l'espérance générée par le mouvement de mars-avril 2017, formalisé dans l'accord de Guyane. L'accord prévoit la consultation de la population sur l'évolution statutaire sur la base du projet Guyane. Le Congrès des élus examine mardi 14 janvier le projet élaboré par une commission ad hoc pendant 10 mois. Nous parlons ce soir dans les dossiers de l'info de l'avenir du territoire. 4 invités avec nous pour débattre. Maître Lucie Louzet-Donzenac, porte-parole du Front pour l'évolution statutaire de la Guyane. David Richet, maire de Roura, président de l'Association des maires. André Néron, ex-directeur général du Conseil général, administrateur territorial honoraire. Et enfin, maître Patrick Lingibé, spécialiste en droit public, auteur de nombreux articles sur le droit constitutionnel en Outre-mer. La majorité de la CTG a décliné l'invitation. Dans un SMS, Hélène Siarder, première vice-présidente de la collectivité, nous a indiqué « Nous ne participerons pas à l'émission. Nous avons décidé de ne participer à aucun débat radio ou télé sur les sujets qui seront évoqués lors du congrès des élus du 14 janvier. J'en suis désolé. » Revenons à l'historique de l'évolution statutaire depuis Justin Cataillé jusqu'à nos jours. Voici notre dossier. On se retrouve tout de suite après pour le débat. Des voitures en vente chez un concessionnaire guyanais après un voyage de 8000 km depuis l'Europe. Elles sont plus chères que dans l'Hexagone. Pourquoi ne pas importer en Guyane des véhicules des États-Unis ou du Mexique, deux marchés plus proches et plus avantageux? Impossible, car ils ne sont pas aux normes européennes. Pourquoi ne pas importer du carburant moins cher des pays voisins? Impossible, car il n'est pas aux normes européennes. Pourquoi la CTG ne peut-elle pas gérer la forêt, le bois, l'or, le foncier, la pêche pour plus de recettes fiscales et de développement? Car ce n'est pas dans le périmètre de l'article 73. Pour développer le territoire, la revendication d'un changement de statut revient régulièrement dans le débat en Guyane. Retour dans le passé. Député du Parti socialiste guyanais, Justin Cataillé a été l'un des pionniers de l'idée d'autonomie. En 1959 et 60, il dépose 2 propositions de loi pour doter la Guyane d'un statut spécial avec une autonomie de gestion dans le cadre de l'article 72 de la Constitution. Le 22 juin 1962, Cataillé décède dans un accident d'avion en Guadeloupe. La Guyane reste un département. Le statut spécial tombe aux oubliettes. Retour du débat sur le statut après le mouvement des lycéens de novembre 1996, ponctué d'émeutes dans les rues de Cayenne. Des états généraux constatent le sous-développement d'un territoire sous tension en pleine expansion démographique. Ils font émerger un pacte de développement puis un projet d'évolution voté par le Congrès des élus en 2001. Projet gelé par l'opposition de l'exécutif du Conseil général qui a changé de majorité en 2004. Nous ne pouvons plus renvoyer au calendrier grec la question de l'évolution statutaire alors que la situation de notre pays ne cesse de se dégrader. 5 ans plus tard, le débat est relancé, porté par la quasi-totalité de la gauche guyanaise. En 2009, le Congrès des élus vote un projet d'évolution dans le cadre de l'article 74. Dans ce projet, la possibilité de voter des lois pays et d'adapter les lois françaises. Une organisation du territoire en district, de nouvelles compétences pour exploiter et gérer les ressources naturelles, l'or, la forêt, la pêche, l'agriculture. Saisi, le président Sarkozy décide de consulter la population en janvier 2010 en Guyane et en Martinique, où un projet est aussi en cours. Durant la campagne, un large front du oui se forme autour de la gauche face au front du non, porté par le nouveau mouvement Guyane 73 du maire de Cayenne d'alors, Rodolphe Alexandre. Le 10 janvier 2010, 7 électeurs sur 10 disent non à l'évolution statutaire. Lors du premier scrutin, le 10 janvier dernier, ils ont très majoritairement rejeté
le passage à l'article 74 de la Constitution qui leur aurait donné davantage d'autonomie au sein de la République. La Guyane a dit non à 69,8% et la Martinique à 78,9%. Avec ces résultats, les électeurs ont donc montré leur attachement profond à la République et ils ont souhaité clore le débat sur cette question. Le 24 janvier 2010, dans un contexte de forte abstention, les électeurs votent la fusion des conseils régional et général. En mars, Rodolphe Alexandre devient le dernier président de la région. Il plaide pour l'élargissement de ses compétences avec des demandes d'habilitation faites à l'État. 4 ans après la mise en place de la CTG en 2016, le bilan est bien maigre. Une seule habilitation obtenue suite à un recours gagnant au Conseil d'État, celle de la délivrance des permis pétroliers en mer, rendue caduque par la loi Hulot. Le mouvement social de 2017 relance le débat sur l'évolution statutaire. Durant les marches records du 28 mars à Cayenne et Saint-Laurent, la question n'est pas encore présente. La foule réclame la sécurité, de meilleures infrastructures de santé, d'éducation, de transport. L'évolution statutaire s'ajoute plus tard sur la liste des revendications. Elle est actée dans l'accord de Guyane le 21 avril 2017. Conformément à l'accord, le gouvernement fera l'objet d'une saisine par le Congrès des élus d'un projet d'évolution statutaire, le cas échéant, par référence au projet d'accord sur l'avenir de la Guyane de 2001 et par extension au projet Guyane, qui doit être élaboré à l'issue d'états généraux. Le gouvernement s'engage à prendre des dispositions nécessaires pour la publication d'un décret convoquant le corps électoral guyanais pour une consultation de la population sur l'évolution statutaire, selon un calendrier négocié entre la CTG et l'État. Le travail ne fait que commencer parce qu'il y a beaucoup d'étapes maintenant avec le comité de suivi, avec les états généraux qui vont commencer pour l'élaboration du projet Guyane qui va être une des pierres angulaires de l'avenir de la Guyane aujourd'hui. La collectivité territoriale de Guyane, CTG. Suite à un congrès des élus en octobre 2017, des états généraux sont lancés sur tout le territoire début 2018. Boudés par le public au départ, les réunions aboutissent à la rédaction d'un livre blanc par l'exécutif de la CTG. Il est présenté en novembre 2018 devant le congrès des élus. Le document se termine avec l'esquisse du projet de la loi Guyane. Nous savons aujourd'hui que le débat sur les articles 73, 74, 72 est certainement pas d'actualité. En tout cas, il est épuisé. En tout cas, il n'a pas répondu aux solutions sur les problèmes de fond. Et donc, nous proposons, à l'instar de la Corse, à l'instar de la Nouvelle-Calédonie, d'aller vers une évolution à la carte spécifique par rapport au territoire. L'exemple pour Rodolphe Alexandre, c'est la loi relative à la Corse de 2002, renforcée par la loi NOTRe de 2015. La majorité de la CTG plaide pour une loi Guyane dans le cadre des articles 34 et 73 de la Constitution, qui permettent le transfert de compétences particulières à une collectivité. Dans ce cadre, la CTG demande le transfert du foncier privé de l'État, la délivrance des permis miniers et la définition de la fiscalité sur l'or. Elle souhaite avoir la main sur le schéma départemental d'orientation minière et des compétences renforcées pour l'aménagement du territoire. Elle veut administrer les réserves naturelles aujourd'hui nationales, la pêche ou encore l'énergie. La CTG défend la préférence locale pour l'attribution des marchés publics. Enfin, la collectivité veut pouvoir valoriser l'histoire, les langues et cultures guyanaises. Cela passe par l'adaptation des programmes scolaires. Pour le moment, c'est tout ce qu'on sait. 13 mois après le Congrès, pas plus de précisions sur cette loi Guyane. L'autre proposition, c'est celle du Front pour l'évolution statutaire, un fonds créé en 2018, constitué d'associations, de syndicats et de mouvements politiques. Il propose un projet d'évolution statutaire inspiré de celui de 2001 pour aller vers l'autonomie. Lors du congrès du 28 novembre, les deux options, loi Guyane et projet du Front, sont retenues dans les résolutions votées par les élus. Une commission ad hoc doit élaborer le projet Guyane, mais seul le projet du Front est discuté par la commission, dont les débuts sont laborieux.
On a du mal à travailler parce qu'il n'y a pas de règles de fonctionnement, il n'y a pas de règlement intérieur, on ne connaît pas les échéances, on ne sait pas combien de fois on va se revoir, on ne sait même pas exactement c'est quoi le contenu, c'est quoi l'objectif de cette commission. Après 10 réunions, le projet Guyane est finalisé en octobre. Sous la pression du front, appuyé par les maires, la CTG convoque un congrès le mardi 14 janvier. Voici la proposition de la commission ad hoc qui sera soumise au vote des élus. Le projet Guyane prône une loi organique pour permettre au peuple guyanais de contrôler ses institutions et de construire une communauté de destin pour une société responsable et solidaire. Le projet propose une nouvelle collectivité de Guyane avec une assemblée élue à la proportionnelle, un organe exécutif et un président. La création de 5 districts qui remplacent les communautés de communes avec des compétences nouvelles. Parmi les compétences de la nouvelle collectivité de Guyane, le vote de loi pays et l'adaptation des lois et règlements de la République. Le transfert total du domaine foncier de l'État à la nouvelle collectivité de Guyane, aux communes et aux communautés autochtones. Autres compétences demandées, l'exploration, l'exploitation et la gestion des ressources naturelles. La gestion de l'agriculture, la pêche, la forêt, de la fiscalité des activités économiques, du premier degré dans l'enseignement et de la culture. La nouvelle collectivité pourrait passer tout accord avec tout pays sur le fondement de l'intérêt de la Guyane. Des compétences seraient partagées avec l'État sur la sécurité, le contrôle de l'immigration, l'enseignement second degré et supérieur et la recherche. Lors du congrès, mardi 14 janvier, les élus pourront amender ce projet. En revanche, la loi Guyane n'est pas à l'ordre du jour, une faille dans la transparence des débats. Voilà pour notre dossier, pour un cheminement de cette évolution statutaire qu'on a vu, avec des arrêts brutals et qui est assez chaotique. Alors pour être concret, puisque tout cela peut paraître très technique, je vais demander à nos invités de citer 2 ou 3 exemples, 2 exemples de ce que peut améliorer, à votre avis, une évolution statutaire, quelle qu'elle soit, dans le quotidien des Guyanais. Peut-être Maître Patrick Lingibé, on peut commencer par vous. Je dirais, je considère qu'un territoire ne se développe qu'à partir de l'économie et qu'il faut la doper. Je pense qu'une évolution, quelle qu'elle soit, législative ou statutaire, doit avoir pour ambition, effectivement, de pouvoir mettre en place une politique incitative d'investissement. Et donc, le développement économique, ça veut dire avec ce qu'on appelle en anglais le Small Business Act. Voilà. Alors avec des attributions de marché public favorisées pour les entreprises locales, par exemple ça peut se décliner, oui, tout à fait. Maître Lucie Louzet-Donzenac, de votre côté, est-ce que vous avez 2 exemples en tête de ce que pourrait améliorer une évolution ? Oui, j'en ai déjà un très proche, et c'est celui, vous avez dans vos journaux récemment parlé du blocage des ports et du fait que les animaux de Guyane ne peuvent pas être nourris parce que l'alimentation n'arrive pas. Donc nous pensons qu'avec... C'était les poules. Voilà, c'est les poules. Le maïs, vous vous rendez compte, quelque chose qui est quand même facile à cultiver en Guyane, maïs ou soja. Et puis, il y a eu également les problèmes de la pêche. L'autre jour, il y a un Guyanais qui est allé à la pêche à Petit Saut, qui a rapporté des poissons et puis qui s'est vu arrêté par l'ONF et on a empoisonné son poisson en lui versant de l'essence. Alors nous savons que les Guyanais n'ont pas beaucoup de moyens et que s'il n'y a pas trop de révolte aujourd'hui, c'est parce que tout le monde a toujours vécu de la chasse, de la pêche et des cultures vivrières. Donc en l'occurrence, adapter des réglementations nationales, c'est ça, voilà, au territoire. Oui, ça certainement, sérieusement, oui. De votre côté, André Néron, est-ce que vous avez 1 ou 2 exemples en tête, de ce que, dans la vie de nos concitoyens, ce qui pourrait être amélioré? Non, personnellement, je ne voudrais pas être réducteur. La question est intéressante, mais je considère que lorsqu'on parle d'autonomie, l'autonomie doit se concevoir par rapport à certains principes. Plus de liberté, plus de responsabilité, plus de compétences, bien évidemment, plus de souplesse dans les procédures. Et je pense que d'un pays à un autre qui souhaite une autonomie, on ne peut pas avoir nécessairement la même autonomie. En fait, il y a des degrés d'autonomie. Bon, si j'avais des exemples à citer, je suis tout naturellement porté sur la position géographique de la Guyane. Je dis,
il est temps peut-être que la Guyane, comme la Polynésie française, qui est un pays et territoire d'outre-mer, en fait, un PTOM, pourrait tout naturellement passer des accords internationaux avec les voisins. En Polynésie française, par exemple, ils passent ce qu'ils appellent des accords administratifs purement et simplement dans l'intérêt de la collectivité. Je pense, pour un des exemples, c'est déjà de développer cette coopération avec les pays voisins dans l'intérêt du développement économique de la Guyane. David Richet, de votre côté Écoutez, un exemple très concret, le concours des professeurs des écoles qui est national. On se rend compte qu'à chaque rentrée, on manque de professeurs. Il pourrait devenir local, avec une préférence locale. Le carburant, vous parlez des voitures qu'on ne peut pas acheter aux États-Unis, par exemple. Pourquoi on ne pourrait pas aller prendre le carburant au Suriname? On est quand même l'endroit où il y a le carburant le plus cher en Amérique du Sud. Et puis un exemple très basique, la feuille de palmier que l'autochtone a l'habitude de mettre sur son toit. Aujourd'hui, de la déclarer et payer 3 € la feuille. C'est inadmissible, donc ça permettrait aussi de débloquer ce genre de situation ubuesque. Voilà, là aussi, adaptation de la réglementation au territoire. Alors, juste une petite séquence importante sur ce congrès qui arrive, le congrès du 14 janvier. Serait-il finalement un congrès qui dérange la CTG ? On l'a vu, malheureusement, la CTG n'a pas souhaité participer à ce débat, pas plus qu'au débat radio d'ailleurs. Alors le congrès, monsieur le président de l'association des maires, ce sont les élus de la CTG, les maires, les parlementaires, une instance qui réunit tout le monde pour prendre des décisions. Au départ, Rodolphe Alexandre et la majorité de la CTG voulaient renvoyer le congrès après les municipales, au prétexte que donc les maires allaient être réélus et qu'on allait faire ça avec eux après. Pourquoi est-ce que vous avez insisté pour que ce congrès ait lieu en janvier, puisque vous avez été consulté là-dessus? Écoutez, je n'ai rien... C'est Rodolphe Alexandre qui m'appelle un jour, pendant mon voyage lors du congrès des maires, et qui me dit « Quelle est la position des maires ?» Je lui dis que tu nous écris et je te répondrai. Je suis que le maire de Roura. Je ne peux pas répondre pour les maires. Nous avons reçu par courrier, pas par mail, ce courrier, donc une semaine ou deux plus tard. J'ai consulté les maires, mais à un moment donné, j'ai été clair, on ne peut pas renvoyer la patate chaude aux maires. Il y a un règlement intérieur qui régit donc le congrès des élus, qui dit bien dans son article 4 que c'est le président de la collectivité qui doit convoquer le congrès. Jamais on m'a demandé mon avis pour convoquer le congrès ou pour y adosser un ordre du jour. Donc, mais au fond, pourquoi vous avez tenu, parce que vous étiez consulté, on va dire politiquement, pourquoi vous avez tenu à ce que ça a lieu? Nous sommes des maires, en tous les cas, moi j'ai parlé en tant que maire de Roura, interroger les autres maires, je ne peux pas répondre pour tous les maires, chacun son avis. Mais nous sommes des élus en responsabilité jusqu'au mois de mars. Jusqu'au mois de mars, je peux ou pas décider de certaines choses pour l'avenir de mon pays. Ça me rappelle un petit peu le syndicat d'électricité qui doit bientôt sortir. On a mis 20 ans, à chaque fois on disait il faut toujours reporter le problème, il est urgent d'attendre. Là, ce n'est pas parce qu'il y a des élections municipales qui arrivent qu'on doit tout arrêter, au contraire. Alors David Richet, est-ce que vous n'êtes pas un peu vous-même aussi à l'amende, les maires, puisque d'après mes informations, bien très peu ont participé à la commission ad hoc, 10 réunions de février à qu'allais-je dire, à octobre, pour élaborer le projet Guyane? Il me semble que vous avez lu ça dans les propos du président de la CTG. Vous démentez, ils étaient bien là, les maires? Je voudrais dire que excusez-moi. Allez-y. Je voudrais dire que renvoyer ce projet, l'examen de ce projet, le congrès, après l'élection municipale, c'est retardé. Ça fait 3 ans. Ça fait 3 ans que les Guyanais ont marché. Mars 2017, ça fait 3 ans. Et au fur et à mesure, on recule, comme si on ne voulait pas arriver à l'objet final, qui est justement le changement de statut. Mais est-ce que les maires ont bien participé à la commission ad hoc? Vous y étiez, vous, hein? Il y a eu quand même... Il n'y avait que 5 maires, il y avait le président et puis 4 maires. Ils ont participé, certains, beaucoup plus que les conseillers territoriaux de la majorité. David Richet. Je voudrais rappeler quand même que cette commission, pas ad hoc, mais pour le projet Guyane, est composée en majorité, de la majorité d'ailleurs, de la CTG. À un moment donné, il faut qu'on arrête de se fustiger les uns les autres pour encore reporter le problème et de dire, finalement, c'est ce que vous avez lu, que finalement, ce projet Guyane n'a pas le consensus. Il faut arrêter. Donc aujourd'hui, oui, il y avait des maires présents, d'autres fois pas présents, comme pour les élus de la CTG. Donc il faut arrêter un peu de semer le trouble.
Alors, le maître Lucie Louzet-Donzenac, le président de la CTG n'est pas tendre avec vous dans son rapport de la commission ad hoc qui va être soumise justement aux élus du Congrès le 14 janvier, puisqu'il indique que c'est un rapport en fait sur les travaux de la commission, que la commission a fonctionné et travaillé avec moins de la moitié de ses membres, qu'aucun consensus n'a été trouvé, je lis, parmi les membres participants. Et que, contrairement à la recommandation du Congrès des élus du 27 novembre 2018, de prendre en compte les propositions issues des États généraux de la Guyane et les contributions débattues lors des congrès des élus du 27 novembre, toutes les contributions faites lors du Congrès n'ont pas été prises en compte. Alors, vous avez encore une fois, vous n'êtes pas présidente de la commission ad hoc, donc évidemment, c'est en tant que témoin et participante à cette commission que j'interroge, mais tout de même, la proposition du Front... Je voudrais savoir à quelle date ce rapport a été émis, parce qu'il n'a pas été contradictoire, nous n'avons pas eu l'occasion d'y répondre. Je reconnais là l'avocate, oui, tout à fait. D'abord. Ensuite, la commission, elle a été créée par le Congrès de 2018. Elle a été créée. Il y avait 33 membres. Oui, on rappelle avec des représentants du Front, des collectifs, des maires, des élus de la CTG, opposition également. Et puis le président de la Chambre d'agriculture, le président des comités du de monde pêche. Économique. Oui, le monde économique. Tout le monde a participé. Mais si, vous savez... on a empêché cette commission. C'est quoi votre sentiment aujourd'hui ? Ma question est un peu caustique. Mon sentiment, c'est que nous avons travaillé dans cette commission. Et que ceux qui ne voulaient pas, qui voulaient freiner les choses... viennent vous dire aujourd'hui que la commission n'est pas valable parce qu'il n'y avait que 15 membres qui travaillaient. Il y a eu des entraves, concrètement. Il n'y avait pas de règles. Il n'y avait pas de règles de quorum, il n'y avait pas de règles de vote, il n'y avait pas de règles non plus pour savoir qui devait participer. Donc, parfois, les conseillers territoriaux de la majorité se sont retrouvés, un ou deux, mais en tout cas, ils ont travaillé. Ils ont travaillé avec nous. Il y a eu des commissions, il y a eu à l'intérieur de la commission ad hoc, nous nous sommes séparés, nous avons fait plusieurs commissions. Et on a travaillé ensemble. Et c'est ce qui est véritablement... Ce qui a pris feu, c'est en juin. En juin, on nous dit que ce sont les vacances et que la commission ne devra plus fonctionner parce que ce sont les vacances. Alors, vous pensez que la Guyane pouvait attendre qu'il y ait des vacances ? Les conseillers qui sont là, qui travaillent, qui ont été élus pour représenter le peuple, ils viennent nous dire que la commission va s'arrêter parce qu'il y a des vacances. Alors, la majorité qui était présente a décidé de continuer le travail. Alors, André Néron, on voit la difficulté de faire consensus. Il faut réunir toutes les positions. Non, il n'y a pas de difficulté de faire consensus. Non, mais, il y a eu consensus. Il y a eu consensus. Bon. Oui. Vous avez suivi de très près le processus de 2001. André Néron, vous étiez à l'époque directeur général des services au Conseil général. Ce processus a été assez brutalement interrompu. Il y a eu un changement de majorité au Conseil général qui a pesé dans la balance. Donc, est-ce qu'on peut rappeler un peu cette occasion-là, ce cheminement qui a été interrompu en 2001 ? Oui, finalement, il y a eu un congrès qui a eu lieu et à la majorité, il avait été pris acte, bien évidemment, dans la résolution de l'adoption d'un projet d'évolution. Mais la loi prévoyait tout naturellement que les résolutions du congrès étaient transmises d'abord aussi bien au Conseil général qu'au Conseil régional, et que ces deux collectivités, avec leurs membres, devaient tout naturellement prendre les décisions, dire si elles étaient d'accord ou non. Effectivement, avec le changement de majorité, on s'est trouvé devant une situation où certains membres considéraient que le moment n'était pas encore venu, je dis ça comme ça, pour faire court, pour aller vers une évolution. Bon. Mais ça ne veut pas dire pour autant qu'il n'y avait pas eu un avis favorable donné. Il y a quand même eu un avis favorable qui a été donné, mais ce qui a été étrange, c'est plus le comportement du gouvernement après. Parce que le gouvernement a pris prétexte, je devrais dire aujourd'hui, de cette situation au niveau du Conseil général pour dire qu'il n'avait pas constaté un large consensus sur l'adoption de la résolution pour l'évolution statutaire. Personnellement, moi, je suis un juriste. Je connais la notion de majorité, je connais la notion d'unanimité, mais je ne connais pas la notion de large consensus. Ce qui veut dire que par rapport à c'était Mme Girardin, c'était une Mme Girardin déjà à l'époque, par rapport à cela, on n'a pas organisé de consultation pour la Guyane. Alors que le processus d'évolution était parti de la Guyane.
Et que les Antilles avaient pris un chemin, tout naturellement. Les Antilles ont été consultées, la Guyane n'a pas été consultée parce qu'il n'y avait pas de large consensus. Voilà, puis après, évidemment, il y a une consultation en 2010. Alors, Maître Lingibé, juridiquement, est-ce qu'à votre avis, le président Alexandre est-il contraint juridiquement par l'accord de Guyane d'aller vers une consultation populaire sur l'évolution institutionnelle? À votre avis? Alors, il y a un point qui est important à rappeler avant. D'ailleurs, André parlait de l'expérience guyanaise. Il faut savoir que la notion de congrès a été créée à la suite d'un rapport de 1999 du sénateur Claude Lise et du député Michel Tamaya, qui effectivement avait considéré qu'il sera repris par la loi pour l'outre-mer, sous le gouvernement Jospin, pour effectivement permettre une instance de concertation. Cette instance va être, les débats parlementaires sont fort intéressants en 2011, conservée et étendue aux maires qui n'étaient pas effectivement des membres à part entière. Donc c'est important en fait, pour placer effectivement... alors pour répondre à votre question, il faut relativiser aussi la valeur qu'a le Congrès. Hein. Le Congrès n'est pas une instance de décision. Oui, parce que derrière les chambres, la CTG doit prendre une délibération pour que ça devienne officiel juridiquement. Alors, l'Assemblée plénière, oui. C'est ça. Oui, tout à fait, puisque c'est l'Assemblée plénière, même si les mesures, en fait, pas des décisions, je veux dire les motions qu'adopte, les résolutions qu'adopte le Congrès sont transmises au Premier ministre. Voilà, parce qu'il y a une double lecture. Alors, est-ce que le président de la CTG est tenu et contraint juridiquement, donc, par l'accord de Guyane, d'organiser cette consultation populaire? Juridique? Oui. Non. Non, je vous réponds. Non. Quelle est la valeur de l'accord de Guyane? Sur le plan juridique, je pense qu'il est relatif. Par contre, il y a une valeur morale, c'est évident. C'est un engagement. Sur le plan juridique. Oui. Je vous dis, non, il n'y a pas... comme l'État, enfin, je veux dire, aujourd'hui, si j'allais... Alors, je vais vous prendre un exemple très simple. Si je vais devant une juridiction en disant à l'État d'exécuter, effectivement, l'accord, il y aura un problème, effectivement, de recevabilité de mon action. Parce qu'effectivement, les signataires, effectivement, de l'accord, parce que vous savez que lorsque vous contractez une notion de base en matière juridique, encore faut-il que les personnes en face, effectivement, aient une capacité juridique d'engager. Et encore faut-il qu'effectivement, quand je réclame une créance prévue dans un contrat, qu'elle ait effectivement une base juridique. Voilà. Donc on a compris, à votre avis, pas de... Non, sur le plan juridique. Pas contraint juridiquement, mais moralement, oui. Je pense oui, absolument, oui. Madame Donzenac, peut-être sur cet aspect-là. Nous ne sommes pas d'accord. Vous êtes aussi juriste. Non, j'ai écrit sur la question, elle n'est pas nouvelle. Les accords de Guyane ont une valeur, en tout cas, qu'ils ont été signés par l'État français. Ils ont été signés par tous les parlementaires, par le président de l'association des maires et par les représentants des collectifs qui ont travaillé à cet accord. Donc, M. David Riemann a signé cet accord et véritablement, ça engage toutes ces personnes qui ont signé. Alors, ouvrons une petite séquence sur maintenant la loi Guyane avant de venir rapidement sur le projet. Pas de loi Guyane, monsieur. Oui, j'entends bien, mais sur la proposition qui a été faite en novembre 2018. Jusqu'à maintenant, elle n'est pas là. Justement. Pour que les téléspectateurs comprennent bien de quoi s'agit-il au niveau juridique. David Richer, vous, cette loi Guyane, vous n'en avez pas vu la couleur, sauf sur la dernière partie du livre blanc où c'est esquissé seulement ce qu'on disait dans le dossier en début d'émission. Hein. Écoutez, on s'était mis d'accord au dernier congrès que le laps de temps de saisir le gouvernement pour aller vers une évolution statutaire, que pour monter en compétence, et d'ailleurs on l'a tous approuvé, qu'on puisse proposer une loi Guyane, qui était momentanée. Sauf que depuis, je n'ai vu ni la tête et ni la queue de cette loi Guyane. Aujourd'hui, elle n'est pas présente. Il faut savoir que c'est juste une loi ordinaire, elle n'est pas organique. Elle n'a que peu de préjudice, du coup. Elle va toujours rester dans le cadre du 73. Mais même cela, on ne l'a pas vu, juste pour monter en compétence, on ne l'a pas vu. D'ailleurs, dans l'ordre du jour que nous avons reçu pour le prochain congrès, je ne vois pas l'esquisse d'une loi Guyane. Il est un peu tard pour en parler. Je voudrais dire aussi que c'est une loi ordinaire qui n'a pas besoin du Congrès pour être... c'est un projet de loi ou une proposition de loi faite par des parlementaires. On n'est pas obligé de passer par le Congrès pour faire cette loi Guyane.
Voilà, mais la majorité de la CTG, l'exécutif avait dit à l'époque qu'il y avait une intention de court terme sur cette loi. Pas la majorité, c'est tout le Congrès qui a voté à l'unanimité. Oui, tout le Congrès qui a voté effectivement. Voilà un projet de court terme. Et plus long terme, c'est donc l'évolution institutionnelle dans le cadre du projet Guyane. Est-ce qu'il n'y avait pas là déjà un grand écart dangereux pour le processus ? Parce qu'on sait que Maître Lagibé, combien de temps faut-il il y a une loi à l'identique en Corse, une qui est en début d'application en Alsace. Oui, combien de temps ça met, une loi comme ça, pour être mise en œuvre et appliquée ? Allez, une réponse rapide. C'est une loi ordinaire. Non, mais d'être appliquée dans les faits, oui. Ah, quant à l'application. Oui, l'application, oui. Ah ben, il faut au minimum 3 ans. Hein. Oui, au minimum 3 ans. Dans son déploiement. La loi d'Alsace, je parle de l'application. Oui, elle n'est pas en application, c'est un projet. La loi d'Alsace, ça fait 3 ans qu'ils sont dessus. Non, pour la préparer. Oui, oui. Ah oui, non. Donc Dupont la verra dans 4 ans. Alors, en 2021. André Néron, votre analyse, vous, sur un petit peu j'allais dire cette hydre à 2 têtes, ça serait peut-être fait de l'humour un peu mal placé, mais sur le congrès de novembre 2018, où à la fois les élus, j'entends bien, il y a eu un consensus là-dessus pour dire, OK, on va sur la proposition de loi Guyane, et en même temps, on considère le temps de faire le projet Guyane. Et ça, voilà. Mais ces deux, je pense qu'en fait, il ne faut pas, je vous rejoins d'ailleurs, il ne faut pas placer les deux textes sur le même plan. L'évolution statutaire n'a rien à voir avec l'application d'une loi ordinaire, qui est une loi non pas d'évolution institutionnelle, mais de renforcement de compétences. D'ailleurs, quel que soit le devenir de l'actuelle collectivité territoriale de Guyane, qu'elle passe sur l'article 74, dotée de l'autonomie, qui est le niveau maximal de l'article 74, un petit peu Polynésie, elle partira toujours sur un fonds, alors qu'il soit le fonds actuel ou renforcé par une loi de renforcement de compétences. Donc je pense qu'effectivement c'est une erreur, à mon sens, sur le plan juridique, de mettre les deux projets. Les deux. Voilà. Totalement différents. Ça suit déjà de... D'ailleurs, parler de loi même en soi, parce qu'une loi résulte soit d'un projet de loi venant du gouvernement, soit effectivement une proposition de loi provenant du parlementaire. André Néron. Enfin, moi je pense sincèrement qu'il y a plusieurs voies finalement pour une loi comme Patrick l'a bien dit, c'est une loi de compétences. Oui. On a encore en application un dispositif qui est ancien. C'est le dispositif des décrets d'avril 60. Oui. Il y a 2 dispositifs en avril 60. Soit la collectivité donne son avis sur des propositions qui sont faites par le gouvernement, soit la collectivité a la possibilité de faire ses propres propositions. Oui. Donc c'est vrai que c'est une voie que l'on pouvait suivre, que l'on peut suivre tout naturellement. Il ne faut pas oublier non plus que le Congrès peut également tout naturellement se prononcer sur des nouvelles compétences. Donc c'est vrai qu'il serait possible que le Congrès demande par l'intermédiaire de sa procédure habituelle que l'on aille vers de nouvelles compétences. Cela étant, je ne suis pas tellement sûr que ça soit possible de dire simplement « nous voulons telle compétence ». Je crois qu'il faudrait réellement préparer un vrai dossier pour telle catégorie de loi, je dis comme ça, si c'est sur le foncier, quasiment l'écrire article par article, faire une véritable proposition de loi, pour ensuite l'envoyer tout naturellement au gouvernement, pour voir comment elle pourrait être amendée, modifiée, etc., pour être éventuellement adoptée. Donc moi je dis, il y a plusieurs voies. Donc ça ne me paraît pas incompatible, personnellement, qu'on puisse passer par le Congrès pour demander une loi de compétence. Ça ne me paraît pas incompatible. Et je rappelle d'ailleurs que, autre procédé simplement, c'est que le gouvernement, on est toujours dans un processus de décentralisation, il ne faut pas l'oublier, et qu'en août 1984, loi du 2 août 1984, on a voté une loi de compétences spéciales pour l'outre-mer. Donc je dirais, pourquoi pas aujourd'hui dire que, je fais peut-être un peu de politique fiction, mais la loi du 2 août 1984 peut être complétée à tel niveau de telle ou telle façon, on peut amender cette loi. Mais pour moi, je ne dis pas que ce n'est pas possible, mais je dis qu'il y a plusieurs voies possibles. En 30 secondes, avant d'aborder le projet Guyane, Maître Lingibé, la loi en Corse, cette augmentation de compétences pour la collectivité de Corse, un office foncier de la Corse a été créé, des stratégies foncières, développement agricole, rural, forestier, de la pêche, de l'aquaculture, transfert des forêts de l'État également à la collectivité de Corse. Ça fonctionne ou pas, à votre connaissance Ça se déploie au fur et à mesure, parce que ce sont des structures lourdes. Oui, ça a l'air de fonctionner. Ceci dit,
Ceci dit, il faut savoir que sur tous les systèmes, parce que bon, je suis très système institutionnel, vous avez une appétence qui monte. C'est-à-dire que le plus souvent, on se rend compte qu'il y a un décrochage entre les institutions et l'appétence sociétale. Pas plus en Corse qu'ailleurs, d'ailleurs. Parce qu'effectivement, l'appétence sociétale va plus rapidement que les institutions. Voilà. Ce n'est pas suffisant. La Corse a estimé que ce n'était pas suffisant. Oui. Vous avez vu c'est pour ça que je vous parle de l'appétence sociétale. Voilà. Les élus de Corse ont estimé qu'il fallait aller plus loin. Il faut aller plus loin. Et il faut ne pas oublier aussi que l'État a restitué tout le foncier à la Corse. Parce que l'État français était aussi propriétaire des terres en Corse et il a tout restitué à la collectivité de Corse. C'est pour ça qu'il parle de gestion des forêts, etc. En tout cas, voilà, sur les documents que nous avons consultés, c'est le cas. Et pour compléter, la Corse a eu une évolution dans le cadre de l'article 72 de la Constitution. Exact. Voilà. Alors, parlons maintenant du projet Guyane. Madame Louzet-Donzenac, on voit que donc il y a un projet qui est disponible. Alors, est-ce que déjà nos concitoyens peuvent le consulter, oui. ce projet, tel que travaillé par la commission ad hoc, je le précise, avec sur la base au départ de la proposition du Front qui a été enrichie par les membres de la commission ad hoc. Est-ce qu'il est accessible? Est-ce qu'on peut le consulter? Puisque moi j'en ai eu une transmission un peu privilégiée, mais on peut le télécharger sur Internet. C'est important. Et puis il y aura surtout une synthèse qui sera distribuée pour que ce soit beaucoup plus accessible encore, parce que c'est vrai que parfois il y a des termes qui peuvent être pour que les gens puissent comprendre, bien s'imprégner. Il est en ligne à la sortie de l'émission, on peut taper sur un moteur de recherche et le trouver. Oui. Bon, ça, je ne l'ai pas trouvé comme ça, j'ai eu plus de mal, mais bon. Ça reste peut-être à faire. Ce qu'il fallait dire, c'est que le nouveau statut... d'accord, sur le site. Le nouveau statut, ce qui était demandé, c'est passer d'une logique d'assistance à une logique de responsabilité. Et que la responsabilité vienne sur le territoire plutôt que d'être toujours à 8000 km. Voilà, on l'a vu dans le dossier que nous avons diffusé en début d'émission, un petit peu l'architecture de ce projet. Alors, ce que je n'ai pas trouvé, dans quel article de la Constitution vous inscrivez concrètement pour ce projet? Ou alors c'est dépassé ce débat-là aussi? Le débat parce que je ne l'ai pas trouvé. Dans quel article de la Constitution? D'ailleurs, le président de la collectivité lui-même a parlé de sui generis. Est-ce que le projet, tel qu'il est formulé également, s'inscrit dans un avenir de région ultrapériphérique pour la Guyane ou pas? Ou à l'image de la Polynésie, qui n'est pas une région ultrapériphérique de l'Europe. C'est plutôt le modèle polynésien. Elle est territoire associé quand même à l'Europe. Voilà, c'est plutôt l'autonomie à la polynésienne. Entre le modèle polynésien et le modèle kanak, il y a plusieurs possibilités. Mais en tout cas, le projet Guyane et lui-même est pour la Guyane. Et c'est ça la question. Parce qu'on vous a parlé de loi tout à l'heure. On vous a dit qu'il y aura une loi sur la différenciation et que presque toutes les régions de France auront droit à la différenciation. Mais la Guyane est particulière et demande un statut particulier, justement. Et c'est pourquoi le projet Guyane existe, et c'est pourquoi le Congrès devra se prononcer sur le projet Guyane. Et que ne doivent pas perdre encore plus d'années, parce que vous vous rendez compte, 2001, nous sommes quand même en 2020. Ça fait 19 ans. Qu'est-ce qui fait... Alors, on voit que c'est donc une reprise dans les grandes lignes du projet de 2001. Ça avait été déclaré constitutionnel par le gouvernement français. D'accord. Mais lequel projet était également la base de la proposition faite aux électeurs en janvier 2010, concrètement, et qui a été rejeté par 70% de la population? Non, c'était pas ce projet-là. C'était pas ce projet-là, oui. C'est l'article 74. Donc il n'y avait pas de projet à l'époque. Voilà, ce que je veux dire, c'est que, est-ce que vous ne craignez pas, qu'est-ce qui pourrait faire aujourd'hui, qu'est-ce qui pourrait convaincre la majorité des Guyanais d'aller vers ce projet, sachant qu'il y a eu ce rejet important en 2010? Qu'est-ce qui, à votre avis, sont les arguments? Qu'est-ce qui fait la force de ce progrès, autrement dit? En tout cas, en 2010, il y a une forte abstention. Très forte abstention. Un électeur sur deux n'a pas voté. Voilà. Et parce que il n'y a pas eu véritablement de formation de la population et d'information sur le... Ce n'était pas un projet Guyane. C'était entre 73 et 74, je laisse... André Néron, sur la différence entre les deux projets. Oui, alors, d'abord une petite observation. Ce qui s'est passé en 2010 était assez extraordinaire, c'est que pour la première fois, on a assisté à une consultation à deux tours. Ce qui n'était pas logiquement prévu. Parce qu'en définitive, le président de la République,
qu'on lui a demandé, lorsque la Guyane a demandé à ce qu'il y ait une consultation, c'est à ce moment que le président de la République a dit « Je vais d'abord consulter sur l'article 74 et 15 jours après, je vais consulter sur l'article 73 si l'article 74 n'est pas adopté. » En réalité, personne n'était allé demander à être consulté sur le 73. En réalité, donc, effectivement, on a eu en l'espace de 15 jours une consultation à 2 tours. Ça ne s'était jamais vu. Oui. C'est la première chose que je voudrais dire. La deuxième, en tout cas, c'est que, et le président de la CTV l'a dit tout à l'heure, en fait, on se rend bien compte que le 73-74 est déjà dépassé. Cette espèce de summa divisio, comme on dit, est dépassé, en quelque sorte. Et par rapport à ce que disait Mme Donzenac, ce que moi j'ai compris, notamment avec le projet Guyane, c'est qu'on cherche aujourd'hui à créer un projet effectivement particulier, un projet de la Guyane, sans dire qu'on est du 74 ou du 73. Et comme je le dis toujours, c'est peut-être les juristes ou bien les techniciens de l'Europe qui diront on peut l'apprécier de telle ou telle façon, soit pour reconnaître que ce projet donne à la Guyane la caractéristique d'un RUP ou d'un PTOM, mais finalement, je crois qu'il ne faut plus, à l'heure actuelle, rentrer dans cette division entre un 73 et un 74. Alors, si je puis me permettre tout de même, sur la question des fonds européens, je vous propose donc de regarder 2 chiffres. Hein. Les fonds européens dédiés à la Guyane sur une mandature 2014-2020. Il s'élève à 650 millions d'euros donc, de fonds européens, 2014-2020. En ce qui concerne la Polynésie, qui est justement un pays-territoire d'outre-mer, qui a un statut associé à l'Europe. Sur la même mandature, donc, c'est près de 30 millions d'euros. Donc on voit bien la différence entre la Guyane et la Polynésie en termes d'abondement de fonds européens. Vous allez pouvoir répondre, Est-ce que, alors on sait que ces fonds européens servent au financement de l'agriculture, de la pêche, du numérique et d'un certain nombre d'infrastructures. Je pose la question, Maître Lucie Douzenac, c'est mon travail aussi, vous voyez. Oui, naturellement. Le verbe est libre, vous voyez. Donc, est-ce qu'il n'y a pas là un sujet de préoccupation? Autrement dit, si on va vers une évolution à la polynésienne, est-ce que c'est pas là un sujet de préoccupation? Mais la Polynésie n'est pas la Guyane. Et tout à l'heure, mon confrère vous l'a dit. Non, mais je parle du montant des fonds européens. C'est le développement économique qui est important. Là, nous ne parlons pas d'Europe. Nous parlons du développement économique de la Guyane. Pour que tous les Guyanais aient du travail. Pour que tous les jeunes Guyanais puissent aller employer leurs compétences. Hein, pour que les décisions ne soient pas prises à 8000 km comme elles le sont aujourd'hui. Et puis, nous parler des fonds européens, c'est un peu comme la carotte et le bâton. C'est une réalité pour les agriculteurs, les pêcheurs qui nous écoutent. Justement. C'est pas l'idéal, mais... Le projet Guyane demande la restitution totale du foncier à la Guyane, à la nouvelle collectivité. Aujourd'hui, que donne-t-on aux agriculteurs? 20 000 hectares, d'accord? 20 000 hectares pour exploiter, alors il n'y a pas suffisamment. Vous savez que les jeunes agriculteurs ont un problème pour avoir le foncier. Hein? Ils ont ce souci-là. Justement, c'est tout cela qu'il faudra modifier. Et peut-être, justement, on ne va pas peser autant sur les finances de l'État français. Voilà, et pour vous, les leviers mis en place compenseront la baisse développement économique de la Guyane des fonds européens. Permettra à tout le monde de travailler, permettra à tout le monde d'avoir un emploi, parce que c'est ce qu'il faut, que les Guyanais aient tous un emploi. Alors, Patrick Richet, puis Maître Lingibé. David Richet, autant pour moi. Non, mais qui vous parle de... J'ai fait une inversion vous êtes tous les deux face à moi. Qui vous parle de la Polynésie, on ne sait pas aujourd'hui. Je reviens vite fait. Non, mais c'est important dans la détermination d'un statut. N'oubliez pas ça que... peut l'être. Oui, d'accord. Mais juste revenir. Tout à l'heure, je voulais la parole, vous ne l'avez pas donnée. Rappelez-vous que pour le 74, la campagne qui a été faite pour dire aux Guyanais, en gros, on sera presque plus français, indépendantiste, vous allez perdre vos droits, bref, c'était compliqué. Donc aujourd'hui, quel que soit le 73-74 sui generis, on ne change pas de cadre, on reste dans la République. Ça, c'est important de le rappeler aux Guyanais, n'est-ce pas, maître? On reste français. Oui. Moi, je reste français, mais je veux un peu plus d'autonomie. Alors, je ne sais pas si c'est la polynésienne ou quoi, mais aujourd'hui, on a quelque chose qu'on n'avait pas avant, c'est un projet.
C'est le projet Guyane. C'est quoi le projet Guyane? Là, je m'adresse aux téléspectateurs. Est-ce que vous sentez bien dans votre Guyane aujourd'hui? Non. Parce qu'on peut toujours crever à l'hôpital à cause d'un AVC, parce qu'il n'y a pas de place pour mes enfants à l'école, parce que mon gosse se lève à 4h30 pour prendre le bus pour arriver au lycée à 7h, parce qu'il n'y a pas de couloir de bus, parce qu'il y a des embouteillages. La 2 fois 2 voies, on a toujours 1 fois 2 voies, etc. Donc, on a besoin de beaucoup plus d'autonomie pour décider nous-mêmes. Donc, force de cela, avec ce projet Guyane qui reprend toutes ces thématiques, c'est quoi l'article? C'est juste un véhicule qui va permettre à toutes les actions dans le projet Guyane d'arriver à terme. Et là, on essaiera. Aujourd'hui, on ne sait pas. Ce sera peut-être le 74, un 78, un 62, un 69, pour rigoler, etc. On verra bien. Le financement de tout ça, David Mais le Richer. financement, on reste... Écoutez... On est français. On reste français, on reste dans le cadre de la République. On n'est pas indépendantiste. En tout cas, moi, je ne le suis pas. Mais je suis, en tout cas, pour le moment. Mais je suis pour beaucoup plus d'autonomie. Mais elle vous parlait, ma collègue, de levier. Évidemment qu'on aura plus de compétences, qu'on pourra développer le minier, enfin, qu'on pourra développer le bois, la filière halieutique, etc. On pourra dégager des fonds. On pourra largement. Je crois que la Guyane n'est pas insulaire. On n'est pas la Martinique. On n'est pas la Guadeloupe. Nous avons de l'or. Nous avons plein de richesses. Et cela permettra, d'ailleurs, de nous-mêmes, cette nouvelle organisation, de décider de la fiscalité également, de mieux la répartir. Donc aujourd'hui, ça ne m'effraie pas. Il nous fallait un projet qu'on n'avait pas, nous l'avons. Maintenant, on va trouver le meilleur véhicule. Il y aura des compensations également. Parce que l'État il devra nous donner des compensations. Oui. Et les compétences seront suivies justement des financements. Alors c'est ce que prône effectivement le projet Guyane, que nous avons pas mis dans notre dossier. Des mesures de rattrapage également. Il est demandé sont demandées des mesures de rattrapage à l'État, également un calcul des dotations adaptées aux réalités du territoire. Oui. Je pense qu'il faut également démystifier un peu aujourd'hui le débat sur les régions ultrapériphériques et les PTOM. L'article 355 du traité de Lisbonne permet tout naturellement de passer, sans modifier le traité, de passer du statut de PTOM en RUP, inversement. C'est ainsi que Saint-Barthélemy, qui finalement était une RUP, est devenu un PTOM. Mayotte, qui était par contre PTOM, est devenu une RUP. En fait, je veux dire qu'aujourd'hui, c'est cette espèce de psychose que l'on faisait courir en disant bon, eh ben, si vous êtes PTOM, eh ben, vous n'aurez plus de fonds, ou bien vous aurez beaucoup moins de fonds, etc. Je crois que... Moins de fonds européens, en tout cas. Enfin, oui, c'est un fait. Ils ont le fonds européen de développement. Mais qui sont moins élevés que les fonds... mais la Polynésie... Je veux dire que, à mon avis, tout ça nécessite une bonne expertise, d'ailleurs, des techniciens. De Bruxelles. Il ne faut pas oublier qu'on est sur un statut qu'il faudra certainement faire expertiser à un moment donné pour Bruxelles, pour savoir exactement... Madame Louzé-Donzenac, il y a un besoin d'expertise sur cette question, par exemple. Mais là, de toutes les façons, vous parlez de la Polynésie, du projet Guyane. La Polynésie n'a pas le territoire de la Guyane. La Polynésie, c'est 108 petites îles qui ont justement demandé à avoir ce statut particulier parce qu'elles ne ressemblent à aucun territoire français. Maître Patrick Lingibé, sur la question PTOM, RUP, rapidement. Non, mais plusieurs présidents, parce qu'il y a quand même un point important. L'évolution statutaire, si vous voulez, du point de vue du Conseil constitutionnel, décision du 2 décembre 82, confirmée par plusieurs décisions, c'est la lecture de la doctrine. L'évolution est telle qu'elle a été pensée par l'article 72.4, et les travaux parlementaires sont très clairs. Le choix est binaire. C'est-à-dire que vous ne pouvez évoluer, je le regrette, parce que vous savez que je défends un droit différencié sur le plan constitutionnel, donc une véritable révolution à l'intérieur de la Constitution française, parce que je pense qu'effectivement, 73 et 74 sont dépassés, sauf que, en fait, la question, et ça, vous avez 2 décisions du Conseil constitutionnel concernant Mayotte et la Polynésie, qui vous dit que la décision doit être d'une clarté, ça veut dire qu'en l'occurrence, on doit dire au corps électoral consulté, vous allez basculer dans tel système, c'est-à-dire l'article 74 en l'occurrence. Il n'y a pas d'autre choix, hélas. Donc ça veut dire que dans l'article 74, pour répondre à votre... Vous avez plusieurs degrés. Le degré maximal, c'est effectivement celui de la Polynésie, c'est-à-dire l'alinéa 5 de l'article 74 qui vous dit la collectivité territoriale résultant d'une loi organique dotée de l'autonomie. Alors l'autonomie vous permet de quoi, en l'occurrence ? C'est notamment de faire une préférence territoriale, ce que la Polynésie fait.
sachant il faut écarter tout de suite le modèle néo-calédonien. Pourquoi ? Parce que décision du Conseil d'État du 13 décembre 2006, la Nouvelle-Calédonie n'est pas une collectivité territoriale au temps de l'article 74, c'est bien pour ça que d'ailleurs un corps électoral particulier, et pour rebondir sur votre question, nécessairement il y a un impact. Bon, alors c'est à expertiser, mesurer, parce que c'est vrai que l'article 355 du traité de Rome permet effectivement à une RUP ou un PTOM de basculer d'un statut, puisque la vision européenne n'est pas la même que la dichotomie en fait, de 73-74. Elle permet de passer d'un PTOM à une RUP à un PTOM. Sauf que vous comprenez très bien que l'article 74, pour répondre, permet de rester dans l'Europe. Sauf que vous aurez effectivement un article 74 très allégé. Le cas de Saint-Martin. Donc, bon, voilà. Mais avec moins de liberté sur les normes, par exemple. Par exemple, c'est pour ça qu'on ne choisit pas l'article 74. C'est pourquoi l'article 74 n'est pas choisi dans le projet Guyane, pas du tout. Et c'est pourquoi on parle d'article sui generis et qu'il y aura certainement une modification de la Constitution. De la Constitution, oui. Surtout la Guyane veut faire ce qu'on appelle les lois pays qui existent en Polynésie, justement. Oui, tout à fait. Les lois pays, oui. Alors, le projet peut parfaitement s'insérer dans l'article 74 au niveau de l'autonomie. Voilà. Clairement. Alors, on ne tranchera pas cette question, non. Ça pourrait. Juste une conclusion, Madame Louzet-Donzenac, en ce qui concerne, très rapide malheureusement, en ce qui concerne la question autochtone et le droit coutumier, une question importante. Dans votre projet, c'est évoqué, notamment les lois pays, on voit que conformément à la... Vous dites, on pourra prendre des lois pays en consultant le Grand Conseil coutumier. Comment est-ce que vous reconnaissez, le projet tente de reconnaître le droit coutumier à la question autochtone ? Mais les autochtones sont des Guyanais comme tous les Guyanais, donc ils participent à l'évolution statutaire comme tous les Guyanais. Et ils auront, peut-être que justement le Grand Conseil coutumier est très discuté, vous savez, ils ne sont pas tous d'accord sur le pouvoir du Grand Conseil coutumier. Et nous pensons même, nous n'avons même pas parlé des districts, si c'est déjà la clôture. Il y aura plusieurs divisions, vous l'avez dit dans votre exposé, 5 divisions, et justement, il y aura également un conseil coutumier auprès de chaque division. Et donc, conseil coutumier, mais pas seulement avec les autochtones, avec les autochtones, les Bushinengue, également les créoles. Voilà, et avec un district d'ailleurs en plus, puisque ça se superpose sur les communautés de communes. Vous savez très bien que Maripasoula, c'est la plus grande commune de France. Avec un district pour Grand Santi, Papaichton, Maripasoula, Saül. Et ça, c'est une innovation. C'est une innovation. Voilà, et surtout le désenclavement de ces territoires. Parce que vous voyez bien qu'il y a un problème au niveau des ordures ménagères, par exemple, dont on a parlé. Il y a beaucoup de choses à faire. Il n'y a pas d'hôpital à Maripasoula, par exemple. Voilà. Bon, malheureusement, nous sommes arrivés au terme de cette émission. Nous invitons bien sûr nos téléspectateurs à consulter le document Projet Guyane donc sur Internet et à suivre bien sûr ce congrès mardi donc 14 janvier qui sera retransmis en direct donc sur Guyane la première. Merci d'avoir répondu à cette invitation et d'avoir tenté d'éclairer les téléspectateurs. On se retrouve le mois prochain pour un nouveau dossier de l'info. Bonne soirée à tous sur Guyane la première. On va parler de... Suivez l'info sur Guyane la première, télé, radio et Internet.